Alors, on a le grand plaisir d'accueillir Jacques Sapir. Faut-il encore le présenter? Vous rajouterez ce que vous souhaiterez, Monsieur Sapir, que vous êtes un économiste et en particulier spécialiste de l'économie russe et que vous irriguez depuis plusieurs années à travers des réseaux différents, des textes qui décoiffent et qui ne vont pas dans le sens attendu d'un économiste classique. Voilà, c'est ce que je dirais moi, mais peut-être il faut compléter. Bon, vous avez sorti une multitude de bouquins et le dernier en date, j'ai oublié déjà son nom. Il est là, normalement, il y a quelqu'un qui devait amener des livres. Ah, vous les avez? Ben voilà, c'est formidable. On va les sortir. La fin de l'ordre occidental avec un point d'interrogation, c'est ça? Vous en avez plusieurs, on va les mettre là-bas. Ah non, je n'en ai qu'un. Ah d'accord, ok. Ah. On va mettre aux enchères. Non, c'est parce que vous voulez les vendre. Mais on le trouve facilement. Non, mais il y avait quelqu'un qui devait on le amener... trouve. Il y a quelqu'un qui devait amener des livres. Oui, Bah, oui, quelqu'un devait les amener. c'est pas une nouvelle. Rouge et Roux qui devait amener des livres. Ah, Mais il va peut-être arriver Peut-être. d'ici une demi-heure. peut-être. Voilà, donc je vous laisse la parole. 30 minutes, c'est bon pour vous? Ça va Ça parfaitement. rentrera? Oui. Bon, on 30, n'est pas à 35, 5 mais pas minutes, plus. voilà. Absolument. Et puis après, qu'il y ait un échange avec les participants. Parfait. Écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de m'expliquer et de m'exprimer sur la question des sanctions occidentales qui ont été prises contre la Russie. Et d'abord, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut remonter à l'immédiate après Première Guerre mondiale. C'est le moment où la notion de sanctions internationales émerge dans le droit international, porté par la Société des Nations, évidemment, mais aussi porté par toute une série de pays, comme un moyen de faire plier un pays qui ne respecterait pas les règles sans utiliser la force militaire. Car c'est bien l'un des points centraux dans la SDN. On ne veut pas revivre l'horreur que le monde occidental a vécue de 1914 à 1918. Donc on cherche des moyens qui ne sont pas des moyens militaires pour faire plier un pays qui ne respecterait pas les règles internationales. Et comme les sanctions, ou plus précisément le blocus de l'Allemagne impériale avait fonctionné, l'Allemagne wilhelmienne est plongée dans une disette qui tourne même par moments et par endroits à une quasi-famine à partir de l'été 1917, eh bien, on se dit, l'arme économique est une arme qui permet d'exercer cette pression sans avoir recours à l'arme militaire. Le problème, c'est que très rapidement, on déchante. Alors, il y a eu toute une série de petits incidents où la menace, tout simplement, par la SDN d'appliquer des sanctions a abouti à, à créer un cadre suffisant pour la discussion entre les deux parties opposées. Mais la question des sanctions est réellement testée lors de l'agression italienne contre l'Abyssinie, aujourd'hui l'Éthiopie, en 1935. Or, ces sanctions ne sont appliquées, et d'ailleurs très timidement, que par les pays membres de la SDN, c'est-à-dire pas par les États-Unis. C'est un point extrêmement important. Et on voit immédiatement que cela ne fonctionne pas. La France, d'ailleurs, faisant pression pour que l'on n'applique pas la totalité des sanctions prévues sur l'Italie. Bon. À partir de 1945, le problème se repose dans le cadre des Nations Unies. Et d'ailleurs, vous avez dans la Charte des Nations Unies la reprise mot pour mot de l'article sur les sanctions économiques de la SDN. Alors, les Nations Unies, elles, envisagent la possibilité d'une force armée et d'une action militaire.
Je rappelle qu'il existe aux Nations Unies ce qu'on appelle un état-major des Nations Unies qui peut, sous certaines conditions, soit déployer des troupes de maintien de la paix ou d'interposition, les fameux casques bleus, soit même entreprendre des opérations militaires afin de faire pression sur l'un des deux belligérants. Un exemple connu, c'est lors de la crise du Congo en 1962, il y a eu effectivement une action militaire des Nations Unies. Bien. Si on fait la liste de l'ensemble des cas de sanctions qui ont été décidés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, on se rend compte qu'il y a très peu de sanctions qui ont fonctionné. Le seul exemple que l'on a, c'est par rapport à la Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe, parce qu'il y avait un consensus au sein des Nations Unies. Donc on avait beau être en pleine guerre froide, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et l'Union soviétique ont voté le même texte. La marine britannique a d'ailleurs déployé des bateaux dans le golfe du Mozambique pour intercepter des bateaux qui étaient supposés faire de la contrebande, donc au profit de la Rhodésie. Et effectivement, au bout de 15 ans, chose importante, donc on voit que ça prend du temps, ça prend même beaucoup de temps, au bout de 15 ans, le régime de Ian Smith a accepté de rétrocéder le pouvoir à la majorité noire du pays. C'est le seul cas où on peut dire que les sanctions ont réellement fonctionné. Après, nous avons ce qu'on appelle les sanctions unilatérales, qui sont considérées aux Nations Unies comme des sanctions illégales, c'est-à-dire quand un pays décide des sanctions sur un autre pays. Alors, immédiatement, vous avez le cas de Cuba, les États-Unis par rapport à Cuba, quelques pays occidentaux par rapport à l'Iran, par rapport à la Corée du Nord, etc. Même là, même dans le cas de ces sanctions unilatérales, le degré de réussite des sanctions est de moins d'un tiers. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que les sanctions ne peuvent fonctionner que, petit 1, si le pays visé est très dépendant des importations. Un pays qui serait assez peu dépendant du commerce international ne serait pas réellement affecté par les sanctions, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut que les sanctions touchent évidemment ce qui fait mal, et très souvent pour des raisons différentes, mais dans les sanctions internationales, on se sert plus de ces sanctions comme un moyen de lancer un signal au niveau international que comme un moyen de réellement faire mal aux pays concernés. Troisièmement, eh bien, si ce pays peut s'approvisionner sur des pays qui n'appliquent pas les sanctions, puisqu'il s'agit de sanctions unilatérales décidées par un pays ou par un groupe de pays, évidemment, il bénéficie d'une bouffée d'oxygène constante, ce qui lui permet de fonctionner. L'exemple classique, c'est l'Iran. L'Iran, qui est un pays qui est effectivement dépendant et qui aurait pu être très touché par les sanctions internationales, et qui ne l'a pas été parce que toute une série de pays ont refusé l'application de ces sanctions, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, etc. Donc on voit bien qu'il y a deux conditions qui doivent être remplies pour que les sanctions fonctionnent. Un, une forme d'unanimité au niveau de ce qu'on appelle la communauté internationale. Deux, un rapport entre l'état du pays qui est visé et l'état des pays qui le visent, qui laisse à penser effectivement que l'on peut avoir là des moyens de pression réellement efficaces. Mais même cette question est en réalité douteuse, en particulier quand on regarde le cas de Cuba. Alors il est vrai que Cuba était assez peu dépendante du commerce international. Mais le rapport de l'économie cubaine à l'économie américaine est énorme. Ça n'a pas empêché Cuba, alors aidé c'est vrai au départ par l'Union soviétique, mais il y a toute une série de pays qui maintiennent des relations économiques avec Cuba, ça n'a pas empêché Cuba de résister. Donc voilà, ça c'était en introduction pour bien préciser les conditions
dans lesquels des sanctions peuvent fonctionner. Alors, premier point, si on veut regarder les sanctions contre la Russie, il faut regarder les sanctions qui ont été prises avant 2022. Et ce que l'on oublie, c'est que la Russie était déjà soumise à des sanctions de 2014 à 2022. Alors, elle aurait pu même être frappée par des sanctions avant. Cette question fut discutée autour de la guerre osséto-géorgienne, puis russo-osséto-géorgienne d'août 2008. Mais le refus des pays européens de s'associer à des mesures de sanctions prises par les États-Unis a fait tomber la possibilité d'utiliser des sanctions. Bon, les États-Unis étaient suffisamment réalistes pour se rendre compte que si eux prenaient tout seuls des sanctions et que l'ensemble des autres pays refusaient de prendre des sanctions, ça n'avait absolument pas d'effet. On reparle, et là cette fois-ci de manière plus sérieuse, des sanctions à partir de la crise ukrainienne de 2013-2014 et plus précisément de la provocation de Maïdan, c'est-à-dire le tir par des snipers venant du camp des manifestants sur ces mêmes manifestants. Alors, je signale qu'il y a un livre remarquablement érudit et parfaitement sourcé qui est publié en anglais, le livre du professeur Ivan Katchanovski, qui est un Ukrainien mais qui vit au Canada parce qu'il a des petits problèmes avec la vie politique ukrainienne, et que nous allons le sortir dans le cours du mois de novembre, dans les éditions Perspectives Libres, donc chez Pierre-Yves Rougeron. Je vais faire une préface, j'ai écrit une préface à ce livre, et une collègue ukrainienne, Marta Avrishko, qui elle aussi travaille aux États-Unis, a écrit une postface sur la résistance de la société ukrainienne aux pratiques de mobilisation forcée que l'on voit se développer en Ukraine. Donc voilà, ce livre constituera en réalité, je dirais, un volume complet traitant de l'ensemble de cette crise, jusqu'à, y compris, la guerre qui a commencé après 2022. Et je précise que Marta Avrishko, qui est terriblement critique du gouvernement ukrainien, est aussi critique du gouvernement russe. Elle n'est pas un partisan de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale. Néanmoins, elle est évidemment très très remontée sur la question du gouvernement ukrainien. Alors, ces sanctions qui sont prises en 2014-2015 sont des sanctions qui concernent essentiellement les États-Unis et l'Union européenne. On est en présence de sanctions qui frappent deux éléments économiques. La question non pas du commerce du pétrole, mais des investissements dans le domaine pétrolier, et la question des technologies à usage militaire. Disons-le tout de suite, ce choix de deux thèmes montre que l'on n'était pas sérieux sur la question des sanctions, parce que énormément de technologies militaires sont aujourd'hui ce qu'on appelle des technologies duales, c'est-à-dire civiles et militaires. Et le simple fait qu'une technologie pouvait être employée à des fins civiles l'excluait du champ d'application des sanctions. Et sur la question du pétrole, c'était des sanctions qui jouaient essentiellement à travers la monnaie d'investissement qui était choisie. Ce qui n'a absolument pas empêché Total de faire des investissements extrêmement importants en Russie, dans la péninsule de Yamal, à travers une entreprise russe qui s'appelle Novatek. Ils sont simplement passés par le yuan. Si vous voulez, c'est le premier cas massif. Total a fait un investissement équivalent à 7 milliards de dollars, mais qui a été transféré en yuan, donc pas passé par le dollar, et ça n'a posé absolument aucun problème. Ces sanctions amènent à des contre-sanctions qui sont prises par le gouvernement russe. Et c'est essentiellement dans le domaine de l'agriculture.
Et ces contre-sanctions ont des effets, en fait, importants, puisque non seulement ça va permettre, à partir de 2016-2017, à l'agriculture russe de redevenir un exportateur massif de céréales. Alors, je rappelle que quand on parle de céréales, on ne parle pas simplement du blé, on parle de l'orge, on parle du seigle, bon, toute une série de céréales, et que l'agriculture russe va être dopée par cette politique de son gouvernement, puisque la Russie devient rapidement complètement autosuffisante dans le domaine des fruits et légumes. Ce qui représente une perte nette d'environ 1,5 milliard d'euros pour les producteurs de pommes français. Ça a été calculé. Et quand on fait le calcul du coût des sanctions, les interprétations, je dirais, les plus pro-sanctions, c'était le cas d'un de mes étudiants qui a fait une longue étude économétrique sur la question, montrent que le coût des sanctions a été également partagé par la Russie et par l'Union européenne. Grosso modo, c'est du 50-50. Ce qui pose évidemment un problème. Bon, autrement dit, on se fait mal tout autant qu'on fait mal au pays que l'on désigne. C'est un peu moyen comme raisonnement. Bon. Néanmoins, ces sanctions ont eu un effet d'avertissement sur le gouvernement russe qui n'a pas été compris, qui n'a pas été analysé par les différents gouvernements, qu'il s'agisse des gouvernements de l'Union européenne ou le gouvernement américain. La Russie crée, dès janvier 2016, un marché du yuan à la fois pour les transactions et pour les investissements à la bourse de Moscou. Alors, les discussions sur l'ouverture de ce marché étaient en cours avec la Chine depuis probablement 2012-2013. C'est ce que m'ont dit les personnes de la Banque centrale de Russie qui ont construit ce marché. Et il est très clair qu'avec les premières sanctions, ils ont décidé de mettre en place directement ce marché. Un point aussi important, il avait été menacé, mais pas appliqué, d'employer des sanctions importantes sur les transactions financières en coupant les principales banques russes du système SWIFT. Et dès fin 2015, la Russie et la Chine mettent en place des systèmes de contournement de SWIFT. Enfin, on voit se développer à partir de 2016 tout un discours dans la presse russe sur la substitution aux importations. Alors, les sommes qui sont alors engagées ne sont pas énormes, mais il y a une espèce de volonté de sensibiliser la totalité des entreprises russes à la possibilité de basculer dans cette logique de substitution aux importations. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que la période qui va de 2016 au tout début de 2022, qui, pour les Occidentaux, est essentiellement compris comme la période pré-Covid et de la Covid. Si vous voulez, tous les discours économiques tournent toujours là-dessus. Bon, j'ai d'ailleurs contribué, puisque j'ai fait une étude dans une revue universitaire russe sur la part comparée du soutien du gouvernement à son économie lors de la crise Covid par rapport au nombre de gens en proportion de la population qui étaient touchés. Bon, une grande étude économétrique. Bien. Donc, c'est uniquement dans ces termes qu'on voit la situation. En réalité, on voit bien, et on en avait déjà quelques idées dès 2018-2019, que le gouvernement russe se préparait à de nouvelles vagues de sanctions, ce qui veut dire qu'il était parfaitement conscient qu'il était dans une logique de confrontation avec les pays de l'OTAN qui, un jour ou l'autre,
pouvait impliquer justement des sanctions. Alors, regardons maintenant les sanctions de 2022. Ces sanctions qui commencent avant l'entrée des troupes russes dans le territoire ukrainien, puisque le point de départ de ces sanctions, toujours oublié, c'est la reconnaissance par la Russie des deux républiques séparatistes, la République de Donetsk et la République de Lugansk. Bon, c'est ça qui déclenche les premières sanctions. Bon. Ces sanctions ont des objectifs différents. Et cette contradiction entre les objectifs pose un problème évident. Elle cherche tout d'abord à provoquer un arrêt immédiat des combats. Or, aucune sanction, même les sanctions qui ont été votées à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, aucune sanction n'a jamais abouti à un arrêt des combats. Ça n'existe pas. Donc déjà, le fait de mettre cet objectif, on peut se poser la question sur l'irréalisme des dirigeants. Le deuxième objectif, c'était de provoquer, soi-disant, un effondrement de l'économie russe. Vous vous rappelez tous la déclaration faite par M. Bruno Le Maire le 1er mars 2022. Alors, par ailleurs, il est très clair que ça n'avait aucune chance d'aboutir, que n'importe quel spécialiste de la question aurait dit à M. Bruno Le Maire « ça ne marchera pas ». Bon. Néanmoins, il tient à cette déclaration et il tient à utiliser la formule de guerre économique contre la Russie. Ce qui est, à l'époque, assez troublant, puisque le gouvernement français et le président de la République, M. Emmanuel Macron, sont, à l'époque, sur des positions beaucoup plus modérées. Alors, on peut penser que M. Bruno Le Maire a été emporté par son langage. Bien, ça existe. C'est pas la preuve d'un grand ministre, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais on a évidemment un problème là. Et puis, la troisième raison pour ces sanctions, c'était de ralentir et contraindre le développement de l'économie russe en touchant essentiellement la question des microprocesseurs et des produits électroniques. Mais là, on oubliait simplement que les pays qui appliquaient les sanctions ne détenaient plus depuis longtemps le monopole dans la production des microprocesseurs. Un pays comme la Malaisie, dont on ne parle pas en règle générale en France, produit 6% de la production mondiale de microprocesseurs. Et effectivement, on voit que la Russie a tout de suite mis en place des importations de contournement, tournant de ce point de vue-là les sanctions qui étaient prises. Alors, qu'est-ce qui est appliqué? Les sanctions financières sont appliquées. Effectivement, 7 banques russes se voient coupées de SWIFT et du jour au lendemain, elles basculent sur des systèmes parallèles à SWIFT, que ce soit le système russe ou que ce soit le système chinois. Donc il y a un échec complet. Même chose, la Banque centrale de Russie met en place des mesures qui isolent le marché russe des effets internationaux. Et on voit d'ailleurs, c'est très amusant quand on regarde les courbes, le rouble s'effondre pendant 2 semaines à cause d'ailleurs de la prise des sanctions. Et puis quand les Russes se rendent compte que les sanctions n'ont pas d'effet, et comme par ailleurs le prix du baril du pétrole monte au plafond, il dépasse les $100 le baril, eh bien le rouble va augmenter de 30% par rapport à son niveau d'avant-guerre. Donc les sanctions ciblées essentiellement sur les microprocesseurs et le matériel électrique et électronique ne fonctionnent pas. Les sanctions commerciales ont un peu plus d'effet pendant une période assez courte.
la Russie va mettre sur pied, là encore, des systèmes de contournement. Des systèmes de contournement qui consistent tout d'abord à trouver de nouveaux clients. Un client qui est connu, c'est l'Inde. La consommation par l'Inde du pétrole russe est 20 fois supérieure en 2023 à ce qu'elle était en 2022, enfin en 2021, plus précisément. C'est le développement de ce qu'on appelle la flotte fantôme. Alors, il faut tout de suite dire, cette flotte n'est nullement fantôme, c'est une flotte qui n'est pas assurée par les compagnies occidentales. Donc les navires n'émargent pas au registre de la Lloyd's. Pour ça qu'on l'appelle fantôme. Parce que, on ne les voit plus sur le registre. Ben oui, on ne les voit plus parce qu'ils sont assurés par une société d'assurance indienne, une société d'assurance chinoise. Bon. Et puis on a des sanctions politiques que l'on oublie, des sanctions qui visent certaines personnalités. Alors, des membres de la Douma, des conseillers de Vladimir Poutine. Bon, j'en connais quelques-uns. Ils me disent, bah oui, je ne vais plus aller aux États-Unis, je ne vais plus aller en Union européenne, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Ou qui portent sur les actifs internationaux de la Russie. Et là, on est en présence d'un problème un peu plus sérieux. Parce que autant la saisie des actifs peut être comprise, autant la spoliation des actifs a très peu existé. C'est faux de dire qu'elle n'a jamais existé, mais elle a très peu existé, y compris en temps de guerre. Et donc on peut penser que s'il y a spoliation, il y aura ouverture de toute une série de procédures judiciaires qui vont faire la fortune des avocats dans les 20 prochaines années et qui vont poser énormément de problèmes aux pays occidentaux. Qui applique ces sanctions? Ben, les Russes disent c'est l'Occident collectif, et quand on regarde, c'est même pas vrai. Dans les pays occidentaux, par exemple dans les pays de l'OTAN, on a des pays de l'OTAN qui n'appliquent pas ces sanctions. Le cas évident, c'est la Turquie. La Turquie sert de plateforme de réexport vers la Russie de manière connue, notoire, évidente. Bon. On a des pays qui n'appliquent qu'une partie des sanctions, comme la Belgique. Vous ne voulez pas que le marché du diamant d'Anvers s'effondre Non. En Extrême-Orient, deux pays qui sont des alliés connus des États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, n'appliquent qu'une partie des sanctions. Par exemple, pas les sanctions sur les hydrocarbures. Et là encore, la première ministre japonaise a dit un non tranquille mais très ferme à Donald Trump quand il a voulu que le Japon coupe ses relations avec la Russie. Et il y a après toute une série de pays qui n'appliquent pas ces sanctions, soit parce qu'ils soutiennent la Russie, bon, c'est le cas de la Chine, soit parce qu'ils ne soutiennent pas la Russie, mais qu'ils considèrent que ce n'est pas leur problème. L'Inde et le Brésil. L'Inde en particulier a voté contre la Russie aux Nations Unies, mais elle se refuse à appliquer la moindre sanction. Et donc on est dans une situation où on a parmi les économies les plus importantes, en particulier l'économie chinoise, mais même l'économie indienne. L'économie indienne, ça représente 7,5% du PIB international. Donc c'est pas rien. Alors bien sûr, l'Inde est un pays très peuplé, mais ça représente quand même à peu près la moitié des États-Unis. En parité de pouvoir d'achat, la Chine est nettement au-dessus des États-Unis. Les pays dits de l'ASEAN et de l'Extrême-Orient, donc Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, etc., n'appliquent pas les sanctions. Donc en réalité, on a un bloc de pays qui représente aujourd'hui
largement plus de 50% de la production mondiale, probablement même 60%, qui se refusent à appliquer les sanctions. Alors, quels effets ? L'effet des sanctions a été réduit après un choc initial qui est tout à fait évident. On voit très bien que dans la période de mars à août 2022, l'économie russe recule d'environ moins 4 à moins 5%. Et puis elle repart de l'avant immédiatement après. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les entreprises russes se rendent compte que ces sanctions leur offrent des possibilités de développement et de diversification tout à fait considérables. Et elles sont aidées dans cette politique de diversification par l'État qui va mettre sur pied des systèmes de subvention aux investissements. Alors, par exemple, on a un très bel exemple dans le cas de la chimie fine. Dans le cadre de la chimie fine, qui était peu développée avant 2022, les entreprises russes ont investi 16 milliards d'euros. À peu près, c'est de l'ordre de 1600 milliards de roubles, à peu près. Bien. Et là-dessus, le gouvernement a apporté sa garantie ou sa subvention à 60%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement russe a pris à sa charge une partie du risque d'investissement sur cette question. Et donc on voit que le thème de la substitution aux importations se développe de manière extrêmement importante, et c'est ce qui explique en partie les résultats excellents de l'économie russe à partir du quatrième trimestre de 2022 et sur l'année 2023 et 2024, puisque je rappelle que l'économie russe va croître de 4,6% en 2023 et de 4,3% en 2024. Ça a bien un effet sur l'inflation. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du contournement de sanctions, vous êtes obligé de passer par des intermédiaires. L'expérience personnelle, je vais, en 2024, je vais voir un concessionnaire Audi, Porsche, Mercedes, et je lui demande, est-ce que vous avez le moins de problèmes de fourniture ? Il n'y a aucun. Aucun. Par contre, il dit, clairement, ça a augmenté nos prix de 20%. Donc il faut savoir qu'il y a quand même cet effet. Et on peut penser que, alors que l'inflation russe était de 6% en 2021, elle va monter à 10,5% fin 2024. Et sur ces 4,5% en plus, il y a probablement la moitié, un petit peu moins je pense, 2%, qui sont dus effectivement à l'effet des sanctions. Dernière conséquence, c'est évidemment une conséquence de restructuration du commerce international, alors que la Russie faisait entre 45-48% de son commerce international avec les pays de l'Union européenne, cette part tombe à moins de 15%. Mais ça veut dire qu'il y a quand même du commerce avec les pays de l'Union européenne, en particulier pour l'achat du gaz naturel liquéfié, du GNL, et 70% du commerce russe est fait avec l'Asie. À peu près 8-10% avec l'Afrique. Et le reste, ce sont les autres pays, dont les États-Unis, l'Océanie. Je signale que le commerce de la Russie avec les États-Unis n'a jamais dépassé les 4%, que ce soit avant ou pendant la guerre. Ce qui veut dire que les tentatives de Donald Trump d'attirer à lui Vladimir Poutine en lui promettant des concessions économiques importantes ne peut pas marcher parce que ça représente une somme qui est beaucoup trop faible.
Par ailleurs, on a aussi un effet d'accélération donc à la substitution aux importations. Donc je vous ai parlé de la chimie fine. Il y a aussi l'aéronautique. Alors peut-être que vous avez vu passer dans la presse, enfin dans la presse internationale, je ne parle pas de la presse française ou de la presse européenne qui n'en ont pas parlé, mais il suffit de lire par exemple les quotidiens indiens en langue anglaise hein, sur les sites. Je rappelle qu'il y a des quotidiens de très grande valeur en Inde, ou même les quotidiens de Singapour. Singapore Straits est un très bon quotidien en langue anglaise. Bien. On voit que dans l'aéronautique, la Russie a réussi à substituer la totalité des composants qui étaient achetés en importation. La totalité. Alors ça prouve qu'il y a eu un effort considérable, hein. Mais ça prouve que cet effort a payé, et d'ailleurs, l'Inde vient, enfin la grande société Hindustan Aeronautics Limited, qui est à Bangalore, vient de passer un contrat avec Rusaero, avec le trust d'État qui couvre la production aéronautique, pour la production de ces matériels civils en Inde. Et donc, ça assure déjà un marché aux avions russes, qu'il s'agisse du MC, du MS, MC parce que le C c'est le S en cyrillique, donc le MS-21 qui est l'équivalent d'un Airbus, enfin d'un Airbus Neo évidemment, ou le Superjet 100 de Sukhoi, qui a été repris en fait par la firme Yakovlev. Bien. Donc on a eu une véritable accélération dans la substitution aux importations. Il y a un autre secteur où c'est très important, enfin deux autres secteurs, c'est l'informatique et c'est le secteur de la construction électrique, où le développement du nombre des produits qui sont en catalogue a quasiment doublé, si vous voulez, en 3 ans. Et on est en présence d'une réorganisation générale de l'économie russe, qui est basée essentiellement sur l'industrie manufacturière, qui a d'ailleurs un effet évident, c'est de faire disparaître le chômage. Ah oui, quand vous avez une telle croissance, vous avez une demande de travailleurs importante. Donc, je rappelle que la Russie utilise les standards de l'OIT pour calculer le chômage. Alors, ce ne sont pas les standards de l'INSEE. Hein. Alors l'INSEE fournit les deux, fournit les chiffres du chômage en France suivant les critères de l'OIT, et puis suivant ses propres critères. Bon, les Russes, eux, fournissent uniquement des critères selon l'OIT. On est tombé à 2% de chômeurs. Et quand on regarde des régions de grande production industrielle, la région qui entoure Moscou, ce qu'on appelle le district fédéral centre, Fédéralny Okrug Centre, ou le district fédéral de la Volga-Vyatka, qui est la zone qui se situe entre la Volga et l'Oural, on est à 1,6%. Alors il y a une chose qui est encore plus intéressante, c'est de regarder la qualité de ce chômage. Et on se rend compte que les 2 tiers des chômeurs ne restent chômeurs que 5 mois. Donc c'est un chômage qui est purement frictionnel. Globalement, tu traverses la rue et tu trouves un emploi. Ben oui, ça marche en Russie. Bien. Alors, je ne dis pas que c'est la situation dans tous les secteurs. Il est clair que les secteurs de la distribution sont à la traîne. Hein. Globalement, la petite vendeuse qui reste derrière son pupitre pratiquement 10 heures par jour, parce que les magasins sont ouverts 24 heures sur 24 à Moscou, hein. Faut le savoir. Elle n'a pas eu les hausses de salaire équivalentes à celles de l'industrie, bon, même si elle a eu des hausses de salaire importantes. Son salaire réel, donc une fois compensée l'inflation, a dû être de 2 à 3%. Mais dans l'industrie, on est sur des hausses de salaire de 15% en termes réels. Donc, il y a effectivement une réorganisation globale de l'industrie et de la société. Et donc, en conclusion, rapidement, 3 points, mais sur lesquels, je dirais, ce sont plus des questions de ma part, parce que je n'ai pas de réponse complète là-dessus.
Alors, il est clair tout d'abord que la Russie a connu un changement interne extrêmement important. Cette guerre a transformé à la fois les structures sociales, mais aussi les structures industrielles, de manière très importante. Est-ce que cette transformation va se continuer avec le retour de la paix? Ou est-ce que l'on reviendrait vers un type de développement plutôt de l'ordre de 2021? Moi, je penche plutôt pour une poursuite de cette transformation, mais c'est un véritable problème. Deuxièmement, on est dans un changement radical de période. Et il est clair aujourd'hui que si vous lisez un petit peu la presse russe, la tonalité de cette presse est aujourd'hui violemment anti-européenne et occidentale, y compris des gens qui sont des occidentalistes connus. Je prends par exemple le cas de Sergei Karaganov. Sergei Karaganov, je le connais depuis la fin des années 80. C'est ce qu'on appelle un vieux crocodile. Ça a toujours été quelqu'un qui a été important dans le monde de la diplomatie russe, probablement dans le monde des organes de renseignement. Bon, ça, c'est pas des choses que vous demandez publiquement à quelqu'un. Vous avez quelques raisons de penser que c'est le cas. Et qui a toujours défendu une ligne pro-occidentale en Russie. Depuis 1 an et demi, il a viré à l'anti-occidental strident. Et c'est beaucoup plus important, si vous voulez, de quelqu'un comme Douguine, dont les idées sont orthogonales en réalité avec les idées du gouvernement russe. Bon, Douguine est, je vais être méchant, mais il est considéré comme un clown. Il n'est pas pris au sérieux. Par contre, des gens comme Karaganov, comme Fyodor Lukyanov, qui est l'éditeur en chef de la revue La Russie dans le monde global ou dans les affaires globales, Rossiya Globalnaye Affaires, oui, ça, ce sont des gens qui comptent, qui sont écoutés dans les élites russes, et ces gens ont complètement basculé depuis 1 an et demi, 2 ans. Autre point, on a avec mes collègues de l'université de Moscou, où je continue d'enseigner, on a fait travailler nos étudiants sur un petit projet de sociologie. Donc on leur a fait organiser un sondage sur les étudiants de la MGU. Où voulez-vous aller en stage dans les 3 années qui viennent? 80% disent la Chine. 30% seulement disent les États-Unis. Il y avait plus d'une réponse qui était possible. Bon. Et le chiffre pour les États-Unis est à peu près celui de l'Inde. C'est 25% dans le cas indien. Deuxièmement, pourquoi voulez-vous aller dans le pays que vous avez choisi? Et là encore, c'est tout à fait stupéfiant. Les 2 tiers, alors, c'est les 2 tiers de 80%. Hein. Bon, les 2 tiers des gens qui ont répondu je veux aller en Chine répondent parce que la Chine, c'est le pays du 21e siècle. On a plein de choses à apprendre. La Chine a développé une interface entre les humains et les robots qui est extrêmement intéressante. Donc je pense que si je veux avoir un avant-goût de ce que sera le 21e siècle, il faut que j'aille en Chine. Alors, je ne dis pas que ce soit vrai, mais il faut faire attention. Mais c'est une représentation. Et en tant que telle, c'est une représentation qui interroge, bien sûr. Quand vous avez un tel nombre de gens qui répondent de la même manière, vous vous dites, il se passe quelque chose. Bon. Et donc, effectivement, cela engendre une forme de changement international, avec notamment le développement des BRICS, et notamment toutes les mesures qui ont été prises lors du sommet des BRICS de 2024, et qui ont été confirmées non pas au sommet de Rio de Janeiro en juillet dernier, mais après, parce que c'est à ce moment-là que Trump a attaqué directement l'Inde et le Brésil, et la réaction de l'Inde et le Brésil a été de se rapprocher massivement de la Chine. Par exemple, Modi
est allé voir Xi. Il n'y était pas allé depuis 8 ou 9 ans, hein, si vous voulez. On sait très bien que les relations entre l'Inde et la Chine, elles sont compliquées. Bon, elle est allée voir Xi. Et aujourd'hui, alors que en 2024, ces deux pays étaient plutôt des freins par rapport à la dédollarisation, ces deux pays sont plutôt en pointe sur la question de la dédollarisation. Donc, comme on le voit, il peut y avoir des surprises dans la surprise. Le problème n'est pas simplement les effets de la guerre, c'est les effets des actions inconsidérées des dirigeants américains. Je vous remercie. Alors, de réaction, des questions? Bon. Ah, il faut se mettre là Oui, maintenant. alors la première, c'est l'innovation. Il vaut mieux se mettre là. Le micro là prend, donc c'est mieux de venir là, et si possible par derrière pour éviter de couper. Alors, je voulais vous poser une question, merci d'abord. Je voulais poser une question que je ne vous poserai pas, mais si quand même, parce que vous avez donné une réponse un peu. Une modification, un changement profond de l'économie comme ça. Bon, c'est quand même un paquebot, hein, c'est-à-dire... Oui, très clair. C'est pas parce qu'on tourne le truc que ça réagit tout de suite. Hein, bon. Donc, on peut penser que ça s'installe dans la durée. Bon. Et c'était ma question. Pensez-vous que ça allait s'installer dans la durée? Là, vous avez donné votre réponse. Mais dans la mesure où c'est... Alors, où c'est un paquebot d'une part, et d'autre part, dans la mesure où aussi... il y a une perte de confiance énorme, enfin, entre la Russie, je parle pas tellement des États-Unis, quoi, qu'ils en aient rêvé pendant un moment, mais des États-Unis et de l'Union européenne surtout. Qu'est-ce que va devenir cette pauvre Union européenne? Parce qu'une fois le changement pratiqué comme ça, hein, l'économie réorientée, les États-Unis vont pas en souffrir. Vous dites 4%, à peu près, c'est constant, ça ne bouge pas. Bon, voilà, ça va pas bouger. Mais l'Union européenne, c'était autre chose. Et donc, et la France. La France, on compte sur notre industrie, c'est-à-dire sur rien. Non, mais voilà. Donc, par rapport à l'Union européenne, qu'est-ce que vont devenir ces échanges-là? C'est-à-dire que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Et la France, dedans, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, tout à fait. Bon. Oui, vous avez tout à fait raison. L'économie d'un pays comme la Russie, qui représente 3,7% du PIB mondial, il faut le rappeler, ça prend ses virages lentement. Il y a une inertie, et dans les deux sens d'ailleurs. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les premières mesures qui ont préparé ce tournant qui a eu lieu, qu'on a commencé à mesurer en réalité, à l'automne 2022, ces mesures, elles ont été prises dès mars 2022. Moi, j'ai été stupéfait de voir que une semaine après la première vague de sanctions, le gouvernement fait passer à la Douma une liste de mesures impressionnantes, ce qui n'est possible que si elles ont été préparées en avance. Je suis désolé. Là, non. Donc dire oui, les Russes ont bien réagi. Ok, ouais, ils ont bien réagi. Ils sont bien Mais ils s'y attendaient. anticipés. Mais ils s'y attendaient. C'est très clair, si vous voulez. C'est pas possible autrement. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, évidemment, si on veut, si on pense que l'économie russe va revenir vers son niveau de 2021, ça serait extrêmement lent, extrêmement difficile. Et à mon avis, ça ne sera pas le cas parce qu'il y a toute une série d'entreprises qui n'y ont pas intérêt, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier. Après, sur la question de l'Europe, le principal problème de l'Europe, c'est le coût de l'énergie. Bon, il y a le marché russe, qui était un marché important, en particulier pour des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, mais il y a le coût de l'énergie. Et actuellement, ce coût de l'énergie, en moyenne, est d'environ 80% au-dessus de ce qu'il était en 2021.
ce qui provoque une crise violente dans les industries allemandes, italiennes et françaises. Je ne vois pas, pour à la fois des raisons politiques et techniques, l'Union européenne changer de cours, en tous les cas pas à court terme. Des raisons politiques qui sont évidentes. Bon, aujourd'hui, l'Union européenne est dans un discours, je dirais, d'apologie de la guerre qui est absolument insensé. Je reviens d'un voyage à Budapest et les hommes politiques hongrois, la première chose qu'ils disent, c'est mais pourquoi on comprend parfaitement que l'on puisse aider l'Ukraine, qu'on puisse même aider militairement l'Ukraine. Mais enfin, la Russie ne va pas disparaître du jour au lendemain. Nous serons obligés d'avoir des relations avec ce pays. Donc ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison qui est encore plus perturbante. La Russie a fait basculer une grosse partie de ses exportations vers l'Asie. Et elle se prépare à en faire basculer encore plus. Avec la construction de Power of Siberia 2. Alors je rappelle que le premier gazoduc, qui était terminé en début 2018, nous l'avons tous sous-estimé de manière très importante. On pensait que sa capacité était de l'ordre de 22 millions de mètres cubes. En réalité, sa capacité, elle est de l'ordre de 44 millions de mètres cubes. Bien. Et si vous avez en plus un deuxième gazoduc qui est mis en place, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de gaz pour approvisionner et l'Est et l'Ouest. Excusez-moi. La production de gaz, elle peut augmenter, mais il faut toujours rappeler que la Russie consomme elle-même, pour son chauffage, pour son électricité, pour son industrie, en réalité, plus de 70% du gaz qu'elle produit. Donc, quand bien même les gouvernements des pays de l'Union européenne accepteraient de changer de politique, ils seraient confrontés à un problème très simple, parce que les Russes vont leur dire, vous êtes bien gentils, mais on n'a plus de gaz à vous vendre. Ou oui, on va vous vendre de petites quantités, mais l'essentiel est en train de partir alors en Chine, en Inde, au Vietnam. Il y a de grosses livraisons de GNL pour le Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie. Bon. Et ce sont des contrats multidécennaux. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, il y a un vrai problème. Et le gouvernement russe, qui l'avait déjà anticipé dès 2009, dès 2008-2009. Alors il n'avait pas anticipé à ce niveau-là, mais il s'était dit... Il y a d'ailleurs un texte qui existe, un texte officiel du gouvernement, ce qu'on appelle la doctrine énergétique à l'horizon 2030, et il disait, oui, la part de l'Europe, de l'Union européenne dans la demande de gaz va baisser, et donc c'est plutôt sur la Chine, l'Inde et les pays d'Asie qu'il va falloir rebasculer une partie de nos exportations. Bon, il ne pensait pas que ça serait un basculement du niveau que l'on a vu depuis 3 ans, mais ils avaient déjà ça dans la tête. Ils n'accepteraient de limiter leurs exportations vers l'Orient, vers l'Asie, que si l'Union européenne, ou des pays de l'Union européenne plus précisément, leur donnaient des garanties de comportement. Ça, c'est un autre problème. Je vais vous dire une chose, hein, je ne suis pas capable d'y répondre en tant que tel. Serais-je capable d'y répondre? Je vous ne le ferai pas, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que j'aurais des informations et des contacts qu'on ne rend pas publics. Que vous n'avez pas. Voilà. Que je n'ai pas, effectivement. Donc voilà, on est confronté à cette question. Donc oui, je suis inquiet pour le devenir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les Russes vont me faire venir le 20 novembre pour que je parle des relations stratégiques entre l'Union européenne et la Russie. Ce qui veut dire qu'ils veulent avoir différents types de présentations là-dessus.
Alors, il y a Fadi, il y avait Jean-Michel, et après il y a Daniel. Et non, non. Bon, donc, voilà, déjà Fadi, après Jean-Michel, et on regardera l'heure qu'il est pour que vous puissiez le temps de répondre. Je vais être assez rapide. Bonjour et merci pour votre présentation. Plus fort. Alors juste, d'abord une toute première question très rapide. Il me semblait que l'Inde s'était abstenue initialement concernant les sanctions. Elle a voté contre, je crois, c'était en avril. Alors, pas des sanctions. Oui. Quand le Conseil, quand l'ONU a condamné C'est ça. l'intervention militaire russe, C'est ça. c'était pas sur les Ah sanctions. oui, elle s'est abstenue. Donc voilà, là, ils ont condamné ouvertement, puis après ils ont dit, bah attendez, après c'est un problème qui ne concerne que les Russes et les Ukrainiens, et nous, ça ne nous concerne pas. D'accord. En fait, moi, la question, ça portait plus sur justement la stratégie de substitution aux importations, parce que bon, c'est assez logique d'ailleurs, mais moi, je me demandais jusqu'à quel point ça pouvait fonctionner, en particulier dans le rapport que la Russie entretenait avec la Chine. Parce que la Chine, bon, sa base industrielle est extraordinairement puissante, et donc je me demandais jusqu'à quel point la stratégie que menait la Russie pouvait lui permettre de... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de volonté de la part de la Russie d'être trop dépendante, si elle l'est d'ailleurs. Je dis ça, j'en sais rien, vis-à-vis de la Chine. Et par ailleurs, pour finir, je me demandais aussi dans quelle mesure le fait que la Russie diversifie ses contacts extérieurs, et notamment avec les pays d'Afrique, alors ça compte moins, mais avait pu aussi compter dans le fait que la France soutienne l'effort de guerre en Ukraine, puisque dans le fond, la Russie, le fait d'aller en Afrique, c'est un moyen aussi de faire... de mordre sur le précaré de la France. Et donc vous, par rapport aux informations que vous avez, aux études que vous avez pu mener, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces éléments? C'est clair, les Russes ont pris notre place dans toute une série de pays de l'Ouest africain. Bon, ça c'est... Maintenant, c'est pas une action qui est économiquement très significative. Hein. Par contre, sur la question de la substitution aux importations, on voit bien qu'il y a plusieurs branches où non seulement ça a des conséquences importantes, hein, la substitution a très bien marché, mais où en plus les entreprises russes qui se sont diversifiées ont trouvé de nouveaux marchés en Inde, en Chine, etc. Donc, on fait le compte, chimie fine, aéronautique civile, bon, l'aéronautique militaire c'est tout à fait un autre problème, matériel électrique, les petits moteurs, les actuateurs, bon, etc. Informatique. Et probablement les métaux spéciaux. La métallurgie des métaux spéciaux. Donc là, on voit au moins 5 branches où la Russie, non seulement a substitué massivement des importations occidentales, mais où elle se positionne d'ores et déjà en matière je dirais, d'exportateurs pour des grands marchés comme le marché chinois, le marché indien, les marchés d'Asie, etc. Donc ça c'est clair. Bon. Par contre, il y a d'autres domaines où je suis peut-être plus critique, où j'ai mes doutes. Par exemple, la production automobile. Alors, la production automobile s'effondre fin du printemps, début de l'été 2022. Elle repart 3-4 mois après. Bon, elle atteint en 2023 le niveau qu'elle avait en 2021. Et après, elle se remet à baisser. Pourquoi? Les importations de voitures chinoises sont moins chères. Là, c'est clair, il y a un problème. Alors, les Russes ont inventé une taxe au recyclage qui équivaut à 15% de droits sur les importations chinoises. Bien. Mais ça ne suffit pas. On le voit très clairement. Ça ne suffit pas parce que la Chine, non seulement elle propose des voitures pas chères, mais elle propose des voitures d'excellente qualité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire durable. Excusez-moi, ils sont maintenant tout à fait au niveau de qualité qui est produit par les Allemands. C'est pas la situation où on était il y a 20 ans, hein, ou même il y a 15 ans. Donc là, je pense que la survie d'une industrie automobile russe est un véritable problème. Merci.
Ok. Jean-Michel. Après, il y a Michel. Oui, alors, dans l'ordre, il y a Michel Lambolet. Après, il y a Gilles. Et après, il y a Jacques. Ça va? J'ai oublié personne. La question sera... Vas-y. Bon, cher professeur, merci de cet exposé. Ceux qui suivent vos conférences n'ont pas forcément été étonnés des propos que vous avez tenus. Alors, je vais vachement profiter de la présence d'un économiste qui connaît bien la Russie. Je ne vais pas tellement parler des sanctions, puisque je crois que vous avez fait le tour et qu'a priori, on voit à peu près ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer plus tard. Il y a quelque chose qui m'intrigue grâce à vous d'ailleurs, parce que j'écoute un petit peu ce que vous dites et j'essaye de suivre un petit peu ce qui se passe avec un certain nombre de mes camarades dans cette économie russe qui ne laisse pas de nous surprendre, vu de l'état d'où elle est partie. C'est la politique monétaire de la Banque centrale, qui effectivement pratique des taux très très élevés, si ma mémoire est bonne, 16,5, quelque chose comme ça. Alors bien sûr qu'il faut déflater entre guillemets du taux d'inflation, effectivement vous l'avez dit, 10%, ça fait quand même une marge très très importante. Et ne pensez-vous pas que ça porte tort à l'économie russe que de pratiquer des taux de ce niveau? Voilà, donc que se passe-t-il entre le gouvernement russe et sa banque centrale? Très clairement, le gouvernement russe savait que l'industrie russe tournait à plein régime, avait assez peu de marge de croissance quantitative. Maintenant, les marges de croissance en Russie, elles sont purement qualitatives. Hein. C'est la productivité du travail. Et donc, il craignait que l'inflation explose, d'où la première réaction de la Banque centrale. Après, pour moi, il est clair que la Banque centrale a surréagi. Elle a fait ce qu'on appelle techniquement de l'overshooting. Elle a fait de l'overshooting parce qu'on voit le niveau des taux réels, hein, donc des taux déflatés. On est pratiquement au plus haut quand le taux nominal est à 21%. On est sur un taux réel de 10,5%. Ça n'a pas d'effet immédiat sur l'industrie, parce que la part de l'investissement industriel qui est financé par le crédit est très faible, entre 9 et 11% du total. Donc, ça, on peut déjà l'exclure. Mais ça a un impact très important sur les ménages. Alors d'abord parce que qui va prendre un crédit à un taux réel de plus de 10%? Bon, ok. Et puis surtout parce que, admettons que vous augmentiez votre épargne et que vous fassiez des dépôts bancaires, ben ces dépôts, ils vont être, ils vont avoir un financement à l'ordre de 5 ou 6% en termes réels. Donc aujourd'hui, on voit un freinage considérable de la consommation, mais on voit aussi, et c'est ça qui est inquiétant, l'accumulation de liquidités de ménages sur des comptes de dépôt des différentes banques, ce qui veut dire que après avoir fait de l'overshooting, la Banque centrale n'est plus libre de ses taux. Admettons par exemple que la Banque centrale fasse ce que beaucoup d'économistes russes considéreraient comme des choses correctes, c'est-à-dire qu'elle ramène son taux directeur à 12%. Ce qui voudrait dire, compte tenu de la baisse de l'inflation, à 4% en termes réels. D'accord. À ce moment-là, tout cet argent qui est accumulé dans les comptes de dépôt, il viendrait en consommation. Et on aurait un nouveau pic d'inflation. Donc, ils ont fait une erreur au départ. C'est absolument clair. Mais aujourd'hui, pour sortir de cette erreur sans casse, ça risque d'être aussi très compliqué. Merci. Michel? Et c'est aussi parce que la production ne pourrait pas suivre.
Alors, j'ai juste une question. Plus fort. Parle plus fort. fort. Alors, il faut que tu fort. t'approches parce que c'est Plus fort. enregistré ici. Ah oui, là. Voilà. Je m'appelle Lambolle et Michel. Voilà, Voilà. c'est bien. Matricule. Matricule 205 090 à la RATP. Juste une question. Les BRICS ne sont pas quelque chose d'unifié. C'est plutôt une sorte de confédération d'États. Donc il y a des points de tension entre eux. Et du point de vue russe, quels sont, d'ailleurs vous en avez cité un, qui est par exemple l'industrie automobile, où ils ont commencé à mettre des barrières à l'importation. Quels sont les soucis du point de vue russe qu'on peut rencontrer à l'intérieur des BRICS du point de vue des échanges économiques? Bah, essentiellement, bon, il y a quelques petits soucis en matière d'exportation, enfin en matière de commerce international. Non, le principal problème pour la diplomatie russe, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un consensus qui va se dégager pour substituer une monnaie synthétique au dollar. Clairement, il n'y avait pas ce consensus en juin dernier. Et clairement, ce consensus est en train de se constituer aujourd'hui. Donc je dirais, il faudra bien suivre de manière très précise ce qui va se passer dans les 6 à 12 prochains mois. Gilles. Merci aussi, professeur, pour cette présentation très claire. Je vais parler fort. Moi, je voudrais connaître votre avis sur à la fois les raisons que vous pouvez percevoir du succès de ces substitutions aux importations qui ne vont pas de soi. En fait, ce succès n'allait pas de soi. Ça restera peut-être historiquement un des exemples les plus réussis d'industrialisation ou de réindustrialisation. Alors qu'on n'aurait pas parié énormément là-dessus il y a peut-être une quinzaine d'années. Mais pas rien que Copec, voilà. Mais d'autre part, il y a un parallèle intéressant à faire parce que quasiment au même moment, les États-Unis, voyant leur faiblesse industrielle qui se traduisait par une faiblesse géostratégique et même militaire, ont décidé d'arrêter la désindustrialisation américaine. Et Trump, notamment, a tenté, à sa manière toute particulière, de réaliser l'équivalent, en réalité. Et c'est un échec à peu près total. Alors, on peut voir évidemment que des tarifs, enfin que le protectionnisme sans politique de réindustrialisation, évidemment, n'aboutit qu'à de l'inflation et pas de la réindustrialisation. Mais enfin, ce parallèle est quand même saisissant. Et donc, comme ça ne se limite pas aux États-Unis, on a l'impression que l'Occident est en incapacité à peu près structurelle et radicale de se donner les moyens de se réindustrialiser, tandis que la Russie, dans le même cas de figure, et avec une pression internationale beaucoup plus forte, mais c'est également une des raisons de toute cette histoire, y réussit. Et donc, je voulais votre avis sur ce paradoxe. Bon, pour ce type de substitution et cette forme de réindustrialisation, ben essentiellement parce que les importations qui ont été supprimées étaient d'abord des importations importantes, et après, qu'elles étaient à des coûts élevés. Or, les entreprises russes arrivent à produire les mêmes produits à des coûts plus faibles. Et donc, ça veut dire que, ben voilà, il y a un marché, etc. Je vois par exemple, sur des catégories de polypropylène, le gouvernement avait dit le marché russe pourrait absorber entre 5000 et 8000 tonnes. L'entreprise a dit ok, on va chercher à en produire au moins 30 000. Bon, ok, vous prenez vos risques, hein, bon, etc.
Et aujourd'hui, la demande des produits, enfin, de cette entreprise en Russie, elle est quasiment à 20 000 tonnes. Et ils sont en train d'en exporter en Inde. Donc, ils vont arriver d'ici quelques mois à la butée de production. Et donc, ils vont se poser à nouveau le problème. Donc, ça, c'est une histoire assez intéressante. Deuxième point qui me semble important, c'est que un processus de réindustrialisation et de substitution aux importations, ça prend du temps. Et le gouvernement russe n'a pas demandé des résultats immédiats. J'aurais fait la même conférence à la fin de l'année 2022. Je vous aurais dit oui, il y a de gros projets. Pour l'instant, on n'a pas de résultats. Je l'aurais fait 2023. On commence à voir des petits résultats. En 2024, ouais, ça commence à être intéressant. Et aujourd'hui, si vous voulez, sur la base des chiffres que j'ai eus, qui sont des chiffres qui sont de juillet à septembre 2025, on voit que ça marche. Donc, le vrai problème, c'est sur les États-Unis, est-ce que c'est pas parce qu'on veut que Trump obtienne des résultats tout de suite? Bon. Deuxièmement, effectivement, il n'y a pas d'intervention de l'État en tant que tel. Et là, il y a eu une grosse intervention de l'État russe, hein, si vous voulez. Les chiffres d'investissement sont considérables. L'investissement augmente de 4,7% en 2022, alors qu'on est en réduction de la production. Hein, c'est vrai. Choc des sanctions, la production recule d'environ 1,2%. L'année suivante, on est au-dessus de 10% d'accroissement de l'investissement, en termes réels, hein, toujours. On est à 8,7% l'année dernière, et on sera autour de 5,5% cette année. Oui. Alors, dans certaines branches, une part importante des investissements a été financée par l'État. Il y a des systèmes selon lesquels les entreprises doivent rembourser l'État au bout de 5 ans, bon, etc. Et c'est quelque chose qui est très vrai. Et il n'y a pas ça aux États-Unis. Donc ça, c'est un point important. Et puis le dernier point, c'est que la Russie bénéficie d'un marché intérieur protégé. C'est pas qu'elle l'ait voulu, mais on exporte. Grâce à nous, ça. Voilà, tout à fait. C'est le résultat de notre action. Marché protégé, les industriels se frottent les mains. Et ils peuvent atteindre des niveaux de production qui leur permettent de faire baisser les prix et d'être rapidement concurrentiels sur des marchés d'exportation. J'avais peur. Jacques? Alors, encore une fois, merci. Je voulais savoir quelle était ton opinion sur les perspectives que tu vois dans 3 domaines. Le premier, c'est la crise démographique. Le deuxième, c'est le niveau de la main-d'œuvre et l'immigration, qui est lié au premier. Et le troisième, sur l'exclave de Kaliningrad. Voilà. Merci. Alors, le premier, sur la question démographique, oui, bien sûr, la Russie a un problème. Alors, c'est un problème qui est courant en Europe centrale. Hein. Ils sont à peu près au même niveau. Ils font des efforts, alors en termes d'allocation familiale, enfin d'équivalent d'allocation familiale, les allocations familiales dès le premier enfant, enfin bon, etc. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues russes, c'est pas, si vous voulez, on fait pas un enfant pour toucher de l'argent. On fait un enfant si on a la possibilité de mener une carrière professionnelle sans être encombré par l'enfant. Donc, plutôt que de dépenser de l'argent en termes d'allocation familiale, construisez des crèches. Réintroduisez l'obligation de la crèche d'entreprise. C'est beaucoup plus par là. Ça, c'est un problème. Alors, ils ont aussi ce côté très libéral d'esprit. Hein, c'est-à-dire, ah oui, l'incitation, c'est de l'argent. C'est plus compliqué que ça. Dans ce type de domaine, bon, ok. 2, pour la main-d'œuvre. Alors officiellement, le gouvernement dit
on va essayer de jouer la carte de la productivité, pas la carte de l'immigration. Bien. En réalité, il y a des grandes entreprises russes qui ont déjà des bureaux d'embauche en Chine et au Vietnam. Donc je pense qu'il y aura une immigration de type asiatique, type chinois, vietnamienne, etc. Alors, qui sont en réalité très bien vus par les Russes. Ce n'est pas le cas de toutes les immigrations. Le racisme envers les gens qui viennent d'Asie centrale, quelque chose d'important. Bon. Par contre, il n'existe pas pour les Chinois. Au contraire, puis là, comme on dit, bon, on est très copains avec la Chine, mais oui, bien sûr, venez, etc. Bon, donc, je pense qu'ils auraient besoin de 5 millions d'ici 2030, et ils en auront probablement l'équivalent de 3 millions. Parce que, bon, ils ne font pas tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc ça c'est un problème. Alors, sur Kaliningrad, il n'y a pas de problème. Là, la dissuasion nucléaire joue à plein. Vous bougez sur Kaliningrad, vous aurez des conséquences nucléaires. Et nous, on sait très bien qu'on ne bougera pas sur les pays baltes, parce qu'à ce moment-là, on aurait vos conséquences nucléaires. Si vous voulez, on est dans un pur schéma de dissuasion. Et donc c'est pour ça que bon, les femmes et les hommes politiques peuvent faire des déclarations fracassantes, etc., etc. La réalité, c'est que tout le monde sait ce qu'il en est, tout le monde connaît la réalité, et personne ne bougera le petit doigt. Voilà, il faut... Bon, après, Madame Kaja Kallas peut faire des déclarations absolument incendiaires. Honnêtement, elle fait plutôt rigoler les Russes. Hein. Parce qu'ils disent, ouais, de toutes les manières, cette question-là, ça se réglera avec les Américains. Et les Américains savent très bien qu'on est dans un duopole de dissuasion. Donc, pas de problème. Bien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses à apporter. Je félicite tout le monde, il est 16h23. Ça, c'est du professionnalisme. Merci. Merci beaucoup.